Good. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette troisième conférence en partenariat avec le Cégep Saint-Lawrence. Donc, mon nom est Marie-Pierre, je suis responsable de l'informatique pour l'Association des guides avec la GTQ. Et cet hiver, je donne un petit coup de main au comité de formation pour enregistrer ces belles conférences-là avec le Cégep Saint-Lawrence. Donc, merci encore au Cégep de nous aider avec tout ça. Donc, aujourd'hui, c'est notre troisième conférence de l'hiver avec notre collègue Marie Côté, qui est présentement, qui vient tout juste d'être élue au CA au mois de janvier. Donc, elle va nous faire une conférence sur, et là, je l'écris parce que c'est quand même un grand nombre de conférences, comment être prêt à toute éventualité avec notre clientèle touristique et les règles d'éthique lors d'une visite guidée. Super intéressant, je suis vraiment contente d'avoir cette formation-là. La période de questions, je vous le rappelle, c'est le 17 mars, la Sainte-Patrick, on la fête avec Marie. Donc, le 17 mars à 19h. Donc, vous pouvez vous loguer au Zoom, comme d'habitude. Vous pouvez vous loguer 1 minute, 2 minutes avant. Si vous loguez 10 minutes avant, ben, je ne vous accepterai pas tout de suite. Donc, vous pouvez vous loguer juste à la dernière minute et ça va être parfait. Vous trouverez le lien vers la période de questions sur Teams, comme à l'habitude. Tout se fait sur Teams. Donc, Marie, vous la connaissez bien, mais je vais quand même vous faire une petite présentation sur elle pour que vous sachiez exactement c'est quoi son background pour la conférence qu'elle s'apprête à nous faire. Donc, ça fait depuis 1986 que Marie baigne dans le domaine touristique, 1986. Elle a d'abord travaillé à Québec pour tranquillement agrandir ses horizons, d'abord à Montréal, Toronto, New York, pour ensuite s'envoler vers la Scandinavie, où elle a passé 3 étés à travailler comme guide accompagnatrice pour le plus gros transporteur, plus important tour opérateur américain, Talk Tour. Aujourd'hui, Marie se concentre sur la région de Québec, touche à presque tous les domaines touristiques, que ce soit les groupes étudiants, croisiéristes, congressistes, les femmes tours. Depuis 2015, elle enseigne également la formation des futurs tours, guides touristiques au Cégep Saint-Lawrence. Et elle offre des formations continues pour les guides certifiés, donc nous, afin qu'ils puissent se garder à jour et approfondir leur connaissance de l'anglais et de la belle région de Québec. Alors, bonjour Marie. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté de nous faire une belle conférence. Alors, moi, je me retire, je te laisse toute la place. S'il y a quelque chose pendant la conférence, fais-moi signe et je vais revenir à la fin. Alors, merci encore beaucoup, Marie. Merci. Donc, bonjour tout le monde et puis merci beaucoup de vous joindre à la conférence. Je veux dire aussi un merci à la GTQ de m'avoir contacté pour offrir une conférence sur le côté plus technique du travail de guide touristique. Puis aussi, merci Marie-Pierre pour ton soutien technique pendant la conférence. J'espère que je vais être en mesure de répondre à la plupart de vos questions, puis aussi de vous donner plus d'outils pour faire face à la panoplie de questions qu'on reçoit de nos clients et aussi et surtout vous préparer à la prochaine saison touristique. Donc, la conférence aujourd'hui va être divisée en 2 parties. Je vais d'abord aborder le sujet des questions qu'on reçoit de la part de nos clients. Quel genre de questions? Sont-elles toujours pertinentes? Comment répondre aux questions et surtout comment répondre aux questions qu'on peut se considérer un petit peu niaiseuses? En deuxième partie, c'est surtout pendant la visite, comment on devrait se comporter avec des clients et surtout se comporter avec nos collègues. C'est sûr que, bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de visite guidée, malheureusement. Il y a des règles de base qu'on a peut-être oubliées qui sont importantes à appliquer lors de notre travail. Le but, ce n'est pas donc, de faire la morale, mais surtout de faire un rappel, faire un retour sur la façon dont se comporter, surtout pendant les visites guidées, les visites à pied, que ce soit envers les clients avec nos collègues. Avant de parler des questions qu'on reçoit de la part des clients, je suis certaine qu'il y en a plusieurs qui se demandent à quoi va ressembler le domaine touristique, à quoi ça va
va ressembler les visites qu'on va faire dans les prochaines années. Alors, j'aimerais ça passer, là, dire quelques mots sur les changements auxquels on doit s'attendre et comment on doit s'y adapter, s'y préparer. Parce que cette année, plus que jamais, on va être obligé de se réinventer. La clientèle sera très différente que ce qu'on a connu avant la pandémie. Alors, on n'aura pas le choix de s'adapter à cette clientèle-là. Comme certains l'ont remarqué, l'année dernière, les visiteurs sont pour le moment presque exclusivement canadiens et ce sera sûrement comme ça jusqu'à ce que le gouvernement lève les consignes sur la quarantaine des voyageurs. Donc, ce sont des gens qui disent connaître Québec et ils veulent autre chose que les visites conventionnelles. Je vous donne, par exemple, les nouvelles demandes auxquelles on peut faire face. Juste un exemple, moi, deux demandes que j'ai eues l'année dernière et cette année, là, au mois de février. Alors, c'est ce que les gens voulaient visiter. Alors, comme vous voyez, par exemple, connaître les habitants, l'impact sur l'architecture, les événements importants. Les gens avaient déjà fait des visites avec Parc Canada. Et la deuxième, la dame voulait offrir une visite à pied à son copain pour sa fête. Et elle me dit, connaît très bien la ville de Québec. Il marche régulièrement depuis plus de 10 ans à travers le Vieux-Québec. Bon, alors là, on part et on se dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il connaît très bien la ville de Québec. Alors, il faut faire des recherches, il faut trouver des choses qui sont hors du commun. Parler de Samuel de Champlain, parler de Jacques Cartier, c'est des choses qu'ils connaissent déjà ou on pense qu'ils connaissent déjà. Alors, il faut trouver autre chose pour vraiment aller chercher, aller leur apprendre quelque chose, leur apprendre des choses. Et ça s'est avéré que les deux couples avec qui j'ai travaillé habitent à Saint-Roch. Alors, naturellement, c'est des gens de Québec qui connaissent quand même assez bien la ville. Alors, c'est ça. On va faire aussi beaucoup de visites à pied, des visites privées, surtout avec des familles. Alors, la clientèle cible va être différente. Et dans ce moment-là, à qui est-ce qu'on doit s'adresser quand on fait une visite avec une famille? Et surtout, à qui on doit s'adresser pour éviter les enfants qui vont faire le bacon et éviter les ados qui sont tannés. Alors, plusieurs d'entre vous sont parents, sont grands-parents, et vous savez très bien que quand les enfants sont contents, les parents, les grands-parents sont au paradis. Alors, pour les jeunes, on se dit souvent que c'est un mal nécessaire, faire une visite guidée. Alors, il faut trouver un moyen de les inclure, de les occuper et aussi que la visite soit aussi intéressante pour eux que pour les parents. Lorsqu'on peut faire, surtout avec des plus jeunes, puis même avec des ados, on peut préparer un peu comme une charte au trésor. On peut avoir quelques questions, des photos, photos d'objets, photos de statues, de monuments qu'on va visiter pendant l'itinéraire. Alors, comme ça, on peut demander aux jeunes, OK, alors c'est à toi de trouver tel endroit ou tel objet pendant la visite. Alors, comme encore une fois, ça les garde occupés, puis ils se sentent aussi, là, ça va faire passer la visite un petit peu plus rapidement pour eux. Pour les plus jeunes, souvent, je vais les désigner comme mes assistants. Alors, dans les visites à pied, moi, j'ai toujours un cartable avec soit des photos anciennes de Québec, des photos d'hiver, différentes saisons, et je vais remettre le cartable aux jeunes et je vais leur dire, OK, on est rendu à tel endroit, je voudrais que tu trouves une photo, par exemple, qui montre le pont de glace sur le fleuve Saint-Laurent. Alors, encore une fois, ça les tient occupés. C'est interactif et aussi en étant mes assistants, ben, ils se sentent très importants puis ils sentent aussi que je leur donne beaucoup plus d'attention que si je parlais uniquement à leurs parents. Aussi, je suis certaine que la plupart d'entre vous font la même chose, rendre la visite interactive, surtout devant la fresque
des Québécois. Plutôt que de parler de la fresque, je vais parler aux enfants, je vais leur poser des questions. Par exemple, les 3 joueurs de hockey, quels sont les numéros qu'ils représentent? D'après vous, c'est quels joueurs? C'est quelles équipes? Et surtout, on a l'équipe Les As de Québec qui est très peu connue et c'est une façon d'aller chercher leur attention. Puis aussi, donc, avec cette information-là, après ça, je peux donner un petit peu d'informations touristiques, d'informations historiques. La même chose, plutôt que de parler de Jacques Cartier, je vais leur demander, d'après toi, c'est qui le monsieur qu'on voit avec un globe? Qui est le monsieur habillé en vert? Je vais leur dire aussi, est-ce que tu peux trouver le petit lézard qui se trouve sur l'épaule de Louis Joliette? Alors, vraiment, la façon de travailler avec des familles, c'est de mettre l'accent sur les enfants, de les inclure et de faire une visite beaucoup plus interactive avec eux. Ensuite, les chères questions qu'on reçoit de la part de nos clients. On reçoit une panoplie de questions. Je sais que tout le monde en a reçu et on pourrait faire une compilation, écrire plusieurs livres avec le genre de questions qu'on reçoit. On n'a pas toujours la réponse. C'est correct. On n'est pas des encyclopédies. Faut juste que ça n'arrive pas trop souvent pendant une visite. Si on n'a pas la réponse, il faut être honnête avec le client, leur dire qu'on n'a pas la réponse, leur dire aussi, bien, regardez, quand on fera un arrêt, quand on aura du temps libre, je vais prendre quelques minutes pour vérifier sur Internet. Internet, nos téléphones, c'est un très bon outil aujourd'hui. On peut très rapidement et facilement trouver réponse à nos questions. Si, par exemple, on n'a pas quelques minutes pour le faire, on peut rapidement texter un collègue, une collègue qui pourrait peut-être avoir la réponse, un ami, une connaissance qui pourrait nous aider rapidement. Et là, je vais parler d'une anecdote, d'une chose qui m'est arrivée il y a plus de 30 ans et dont je me souviens encore. Et ce matin, Claude Beauchamp me demandait si j'allais en parler. Naturellement, oui. Donc, ce qui m'est arrivé il y a plus de 30 ans, c'est que c'est une question qui m'a paru, à prime abord, niaiseuse, qui n'avait pas vraiment sa raison d'être, mais ensuite, je me suis rendu compte que, mais il avait tout à fait raison. Imaginez, il y a une trentaine d'années, j'avais 19-20 ans et quelqu'un m'a demandé quel genre de gazon on a au Québec. Alors, imaginez une fille de 19 ans, ce qu'on connaît au gazon, c'est pas grand-chose. Et moi, dans ma tête, il a dû voir justement avec ma réaction, il a dû s'apercevoir que j'étais pas tout à fait sûre de la pertinence de ces questions. Puis je le regardais en voulant dire, mais c'est quoi ça, le gazon, c'est vert et ça s'arrête là. Et d'après mon expression, il m'a dit, la raison pour laquelle je pose la question, c'est que pour le Québec, avec le climat du Québec, il faut que ça prend un gazon qui est robuste et qui va survivre au climat du Québec. Alors là, la lumière s'est allumée, puis j'ai dit, ouais, il n'y a pas tout à fait tard. Mais là, à qui demander? Et là, j'ai pensé tout de suite à mon père. Mes parents ont un terrain, un très grand terrain, ils ont plus de 36 000 pieds carrés. Et c'est mon père qui a planté tout le gazon. Alors, tout de suite, à ce moment-là, à cette période-là, il y avait une cabine téléphonique qui a été enlevée il y a quelques années. Puis, quand ils l'ont enlevée, j'avais presque les larmes aux yeux parce que j'avais plus mon repère, le repère de cette anecdote-là. Et tout de suite, j'ai appelé mon père puis je lui ai demandé quel genre de gazon tu as planté. Alors, il m'a dit que le gazon au Québec, c'est un mélange, mais que la majeure partie, c'était du Kentucky Bluegrass. Alors, plus de 30 ans plus tard, je me souviens et je sais que le gazon à Québec, c'est du Kentucky Bluegrass. Alors maintenant, vous allez tous le savoir et tout le monde va connaître mon anecdote. Souvent, je vais dire aux gens aussi, même après 30 ans, ça arrive que les gens vont me poser des questions que je n'ai jamais eues auparavant et sur lesquelles je n'ai pas fait de recherche. Alors, ce que je fais, je le prends en riant, puis je leur dis, vous avez relevé le défi de me boucher ce matin, de me boucher aujourd'hui. Et
il y a des questions, bon oui, il y en a des questions des fois qui sont plus niaiseuses que d'autres. Il y a des questions qui sont parfois un petit peu bizarres. Il faut, pour nous, ça peut paraître des questions niaiseuses, des questions moins pertinentes dues à nos connaissances de la ville de Québec. Mais il faut se mettre à la place de nos clients. Il y en a qui croient à tort connaître la ville de Québec. Il y en a qui se fient à leur cours d'histoire du primaire et du secondaire. Et on sait tous que ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont retenu, ce dont ils se souviennent, c'est loin, c'est parfois très loin, et ce dont ils se souviennent, c'est très peu. Et il y a des gens aussi qui viennent à Québec, qui ne sont jamais venus à Québec, qui ne connaissent pas l'histoire de Québec du tout. Alors, c'est ça, il faut quand même garder ça en mémoire. Et le meilleur exemple du fait que des fois, ça peut nous paraître comme des questions non pertinentes et qu'on prend pour acquis. Vous voyez ici, ça, ce sont deux questions qui ont été posées, si je peux dire, dans l'émission Jeopardy, que nous, on regarde religieusement. Et si on regarde les questions, bien, tout de suite, nous, on a la réponse. Alors, imaginez-vous donc que les trois participants, aucun des trois participants n'avait la réponse à ces questions. Alors, si les participants de Jeopardy qui sont censés avoir énormément de connaissances n'avaient pas les réponses, imaginez le commun des mortels. Il faut se souvenir aussi que ces gens-là sont en vacances, ils ont perdu leur repère physique, leur repère psychologique. Ils sont en vacances, ils veulent apprendre sur la ville de Québec, mais ils veulent aussi apprendre avec les yeux. Ils veulent admirer le paysage autour d'eux. Alors souvent, ils ne nous écoutent pas, ils sont dans la lune, et ça peut arriver qu'ils vont poser des questions et des fois, c'est un sujet dont on vient tout juste de parler. Il faut donc demeurer très poli, très courtois avec eux, répondre à leurs questions avec le plus de sérieux et le plus de respect possible. La meilleure anecdote, encore une fois, est arrivée à mon conjoint lorsqu'il travaillait comme guide accompagnateur à Québec. Il était à Québec et il se rendait à Sainte-Anne-de-Beaupré. Et en roulant le long de la côte de Beaupré, une de ses passagères qui avait plus de 70 ans lui a dit le plus sérieusement possible, elle a dit « Paul, elle dit, j'étais ici avec mes parents quand j'avais 6-7 ans. » Elle dit là, je me pose la question depuis tantôt. Elle dit les montagnes à gauche, est-ce que c'était là il y a une soixantaine d'années? Alors imaginez comment mon mari devait répondre à ça. Donc, il est resté très sérieux et il lui a dit oui. Il dit en fait, les montagnes étaient là. En fait, les montagnes, les Laurentides, ça fait plus d'1 milliard d'années qu'elles sont là. Tout simplement. Et pas plus que ça. Donc, il a gardé son sérieux et il a pu répondre à la question. Mais je sais que ce n'est pas toujours facile. Quand on arrive à la fin de la visite, on est souvent bombardé de questions. On a montré plusieurs choses aux gens. Ils veulent retourner à certains endroits. Ils veulent avoir plus d'informations sur un sujet en particulier. Et on a tous un jour été otages d'une personne qui était très intéressée à en connaître plus sur la ville de Québec, qui veut plus de suggestions, qui n'a pas un très bon sens de l'orientation, fait qu'ils sont complètement perdus et ils ont besoin de notre aide pour se retrouver dans la ville. Et si une personne vous monopolise, voici les conseils que moi, j'ai reçus de collègues et que j'utilise le plus souvent. Je vais leur dire, je vois que vous êtes intéressé par la Ville de Québec. Laissez-moi quelques minutes pour dire au revoir aux autres passagers et après ça, je pourrai me concentrer et vous accorder plus de temps. Parfois, si c'est moi qui veux éviter de m'éterniser avec le passager et répondre à plusieurs questions, je vais les prévenir gentiment, puis je vais leur dire, il me ferait plaisir de répondre à vos questions. J'ai quelques minutes parce qu'ensuite, j'ai un autre engagement. Aussi, si on veut éviter de s'éterniser avec les questions à la fin d'une visite,
Moi, ce que je suggère, c'est que pendant la visite, que vous fassiez les suggestions d'activités, de restaurants, de magasinage. Donc, à la fin, les gens vont peut-être avoir moins de questions. Ils vont avoir des questions plus précises et ça va souvent être surtout, par exemple, de les rediriger vers des endroits dont vous avez parlé plus tôt dans la visite. Les gens veulent savoir aussi, en dehors de l'histoire de Québec, ils veulent savoir quoi faire à Québec. Qu'est-ce qu'on peut acheter? Où est-ce qu'on peut aller dans les restaurants? On est leur référence. On est souvent la personne avec qui ils vont passer le plus de temps lors de leur séjour à Québec. On se dit, bon, on fait une visite de 2 heures, de 5 heures, mais on doit les guider pour le reste de leur séjour. Souvent, les gens vont passer 2 jours, 3 jours à Québec, donc ils veulent savoir quoi faire pour combler le reste de leur séjour. Et c'est là que notre expérience, nos connaissances sont importantes. Il faut qu'on soit plus renseigné que Google, Wikipédia, TripAdvisor. C'est facile pour eux de trouver ces renseignements-là, mais il faut devancer, il faut vraiment être plusieurs coches au-dessus de ces outils de recherche. Quand on va suggérer les restaurants, pourquoi c'est important de suggérer un restaurant plutôt qu'un autre? Les gens, comme on sait à Québec, tous les restaurants ont placé leur menu à l'extérieur. Donc, c'est facile pour les gens, c'est facile. Les gens peuvent aller d'un restaurant à l'autre, lire le menu, mais honnêtement, ça se ressemble. Presque tous les restaurants, par exemple, servent un saumon, mais là, ils vont le servir, ils vont le préparer de façon différente. Comment différencier l'un de l'autre? Alors, c'est là que nos connaissances sont importantes. Souvent, les suggestions qu'on va faire, ça va éviter que les gens gaspillent du temps, justement, d'aller d'un restaurant à l'autre, surtout s'ils sont avec des jeunes enfants. Et les suggestions vont amener une touche personnelle. On va être capable de leur expliquer. Vous devriez aller à tel endroit. Si vous voulez avoir du saumon, tel endroit, ils fument leur propre saumon ou quoi que ce soit. Et c'est comme ça que les gens vont pouvoir faire la différence entre l'un et l'autre. Comment comparer les restaurants? Moi, ce que j'aime faire, c'est souvent comparer les anciens Canadiens et la bûche. C'est des restaurants qui offrent une cuisine locale, une cuisine québécoise, qui vont aussi mettre de l'avant les produits locaux, les produits du terroir. Mais vous savez que les similitudes s'arrêtent là. Parce que quand on entre à l'intérieur des deux restaurants, l'ambiance, la musique, le décor, c'est complètement différent. Alors, c'est à nous de connaître les différences et de savoir, par exemple, quand on regarde nos clients, ben, hop, eux, je les enverrais plus vers les anciens Canadiens, tandis que d'autres, j'enverrais plus vers la bûche. Par exemple, des gens qui sont plus âgés, qui ont peut-être des fois des problèmes d'audition, je les enverrais plus aux anciens Canadiens parce que l'ambiance est plus feutrée, c'est plus traditionnel, tandis que la bûche, comme vous savez, par exemple, les toilettes sont en bas, l'escalier est très à pic, aussi les toilettes, ça peut faire peur pour quelqu'un qui n'est pas habitué. La musique est plus forte, le confort n'est pas le même. Souvent, les gens peuvent être assis à une table de pique-nique. Tandis qu'aux anciens Canadiens, la musique va être moins forte, c'est plus traditionnel. Donc, les gens, peut-être un peu plus âgés, vont préférer cette ambiance-là à celle de la bûche. Alors, il faut s'assurer de suggérer des choses pour que les gens, pour maximiser leur séjour à Québec. Et aussi, bon, comme je l'ai dit souvent dans les formations que je donne, pour bien conseiller les gens, il faut être bien renseigné. Il faut aller fouiner dans le Vieux-Québec, dans le Petit Champlain, mais aussi dans les quartiers environnants. Surtout que maintenant, pour les prochaines années, la clientèle va être plus locale, plus régionale. Les gens ont déjà visité le Vieux-Québec et veulent explorer les quartiers qui
qui sont à l'extérieur du Québec. Par exemple, Champlain, pas Champlain, Saint-Jean-Baptiste, le quartier Montcalm, le quartier Saint-Roch. Alors là, on se doit d'aller fouiner, d'aller voir comment chaque quartier se distingue les uns des autres. Les gens veulent savoir aussi où est-ce que je peux trouver telle chose. Donc, par exemple, les produits d'érable, les gens viennent souvent à Québec pour essayer les produits d'érable. On est le plus gros producteur au monde. C'est sûr qu'on en trouve des produits d'érable dans à peu près toutes les boutiques de souvenirs, mais on doit savoir aussi qui offre une bonne sélection, puis quelles sont les différences d'une boutique à l'autre. Par exemple, chez Jules, souvent, moi, je vais considérer ou je vais décrire chez Jules, les trouvailles chez Jules, comme une boutique de produits du terroir haut de gamme. Très belle décoration, les contenants sont beaux et si souvent les gens veulent faire un cadeau, c'est là que je vais les envoyer. Parce que c'est des choses, par exemple, l'emballage, tout ça s'offre très bien. Et en plus des produits d'érable, ils ont de très beaux produits du terroir et des choses qu'on ne retrouve pas ailleurs. Si, par exemple, les gens ont peut-être moins de budget, si c'est pour eux-mêmes ou si c'est pour les petits-enfants, je vais peut-être plus les envoyer chez Fadaconé, qui n'est pas très loin, un demi-coin de rue là, de chez Trouvailles chez Jules. Ils ont une très grande variété de produits d'érable, une meilleure variété, mais c'est ça, l'emballage, le contenant est peut-être moins beau que chez Trouvailles chez Jules. Alors, souvent, je vais suggérer les deux endroits, leur expliquer justement la différence entre les deux. Et après ça, les gens peuvent choisir où ils veulent aller. La petite cabane à sucre dans le petit Champlain, ce qui est le fun aussi, c'est que les gens peuvent essayer la tire sur la neige. Donc, ça, c'est leur distinction. Et puisque la tire sur la neige, c'est quelque chose qu'on retrouve presque exclusivement au Québec, bien, c'est quelque chose que les gens ne retrouveront pas ailleurs et c'est ça qui va nous distinguer des autres cabanes à sucre ou des autres endroits où ils vendent des produits d'érable. Aussi, ma cabane en Gaspésie, où c'est une entreprise familiale et tout est fait à l'érablière en Gaspésie. Donc, je disais tout à l'heure l'importance d'aller fouiner. Ma cabane en Gaspésie, c'est un très bon exemple de ça parce que présentement, ma cabane en Gaspésie, c'est fermé. Là, avec le nouveau relâchement de la semaine prochaine ou de cette semaine, peut-être qu'ils vont réouvrir. Mais là, c'est ça, c'est ce qu'on doit voir cette année. Est-ce que les commerces sont fermés temporairement? Est-ce que c'est malheureusement fermé en permanence? Donc, il faut aller voir et explorer pour voir justement qu'est-ce qu'on va pouvoir suggérer les prochaines années. Alors, on ne peut plus se fier sur les endroits qu'on suggérait auparavant. Il faut vraiment aller voir par nous-mêmes qu'est-ce qui va être encore là cette année. Même chose aussi présentement, quand je disais ma cabane en Gaspésie est fermée présentement. Même chose avec le funiculaire. Le funiculaire, présentement, est fermé. C'est probablement temporaire. Ils vont sûrement réouvrir cet été. Et il va falloir aller vérifier aussi quels tarifs ils vont nous charger cet été. Les gens veulent savoir aussi comment le Québec est une société distincte. Alors, les différences entre Québec et d'autres parties de l'Amérique du Nord. J'ai la chance d'être mariée à quelqu'un qui vient du Connecticut et qui m'a ouvert les yeux sur nos traditions qui parfois peuvent être un peu folles. Par exemple, les gens veulent savoir comment on survit à l'hiver, comment on fait, où est-ce qu'on met la neige, la température, la quantité de neige qu'on reçoit. Les gens veulent savoir aussi pourquoi. Pourquoi tout le monde déménage le 1er juillet? Pourquoi on ne déménage pas pendant toute l'année? Ça, c'est quelque chose qui se passe, qui est seulement au Québec. Les gens à l'extérieur du Québec, pour eux, c'est un casse-tête. Ils ne comprennent pas pourquoi. Aussi, les vacances de la construction. Ça, c'est une autre chose. C'est un mystère et mon mari, encore aujourd'hui, même ça fait 30 ans qu'on est mariés, encore aujourd'hui, il ne comprend pas pourquoi les travailleurs de la construction doivent partir en vacances pendant 2 semaines l'été.
sachant que la saison de la construction, pour la construction au Québec est très courte comparée à d'autres endroits en Amérique du Nord. Aussi, Noël, les fêtes de Noël. Comment ça qu'ici, ça va du 24 décembre jusqu'à la fête des rois autour du 6 janvier, alors qu'ailleurs, en Amérique du Nord, Noël, ça se passe le 25 décembre au matin, tout le monde en pyjama, puis une fois que les cadeaux sont donnés à l'heure du dîner, c'est fini, les cadeaux sont donnés, c'est fini. Merci, bonsoir, on se revoit l'année prochaine. Donc, c'est des choses, il y a encore plein d'autres choses là, que je pourrais vous énumérer, que je pourrais vous expliquer. Ça prendrait une éternité. Par exemple, quand je l'enseigne en formation dans le cours de guide, on passe près de 3 heures à parler uniquement des différences du Québec. Alors, imaginez. Aussi, donc, il faut se souvenir aussi, je m'excuse, la façon dont on répond aux questions des gens va influencer leur séjour. Par exemple, nous, en 98 et puis après ça, en 2008, on est allé en Islande et on a eu 2 expériences complètement différentes. On a fait la même excursion en 98 et 2008 avec, on est retourné en 2008 avec notre fille et c'était une excursion, on était partis toute la journée, c'était une excursion de 7 ou 8 heures. La guide en 2008 était tellement monotone que presque tout le monde dans l'autobus dormait et j'ai donné plus d'informations à ma fille de ce que je me souvenais 10 ans plus tôt que la guide nous a donné pendant la journée. Alors, pour quelqu'un qui n'est jamais allé, c'est pas représentatif et ça donne un mauvais arrière-goût de leur expérience là-bas. Et 3 jours plus tard, on a fait un tour de ville et le guide, ce matin-là, avait à peu près 22-23 ans. Alors, je me disais, genre, mon Dieu, un petit nouveau. Alors, on va avoir encore moins d'informations cette fois-ci. Ça a été tout le contraire. Un tour de ville qui devait durer 2 heures et demie a duré presque 4 heures. On était 5 personnes dans le minibus et le guide non seulement répondait à nos questions, devançait nos questions, il a fait des détours, il nous a amenés à des endroits où il n'amenait pas les gens habituellement. Donc, on a eu une super expérience et il nous a fait découvrir des choses et après, pendant le reste de notre séjour, on a fait des choses, on a découvert des choses qu'on n'aurait pas fait si ça n'avait pas été de lui. Alors, l'information qu'on donne, la façon dont on répond aux questions des gens va vraiment influencer et affecter le reste du séjour des gens à Québec. Donc, en deuxième partie de la conférence, comment se comporter avec les clients et surtout avec nos collègues. Donc, le respect envers nos clients, le respect envers nos collègues. La règle d'or avec les clients. Donc, je suis certaine que certaines des règles vont paraître élémentaires à plusieurs, mais on a tous fait des erreurs ou on a sûrement oublié les règles de l'âge avec le temps. Des fois, on est un peu trop occupé, on n'y pense pas. Une chose importante, et ça, faut se souvenir que les passagers ont tous la même importance. Ce sont des gens qui sont peut-être jamais venus à Québec. On veut s'assurer que tout le monde va avoir un bon souvenir de leur séjour à Québec. Il faut se souvenir aussi que quand ils retournent à la maison, ils sont un peu notre marketing. Le bouche à oreille, que ce soit face à face avec des amis ou que ce soit à travers les réseaux sociaux, c'est encore aujourd'hui le meilleur marketing, la meilleure publicité qu'on peut avoir sur la ville de Québec. Un conseil que j'avais reçu de la part de mon conjoint pour garder ça en tête, qui lui travaillait quand on s'est rencontrés, il travaillait pour un voyagiste haut de gamme. Il m'avait dit, il y a des gens pour qui il n'y a rien là de faire un chèque de 1 000 $ pour un voyage de 10 jours. Mais il y en a d'autres qui peuvent être des secrétaires, des enseignants, des gens qui n'ont pas un très gros salaire,
qui ont dû économiser plusieurs années pour se permettre ce voyage-là. Alors, chacun des passagers devrait être traité comme des princes et des princesses. Personne ne devrait se sentir comme rejet. Et c'est un conseil que j'applique ou que j'essaie d'appliquer à la lettre avec tous les clients avec qui je travaille. Quand on s'adresse à un groupe, il faut s'assurer de s'adresser à la personne qui est la plus loin de nous. Ça, c'est une chose que j'ai appris, je me suis rendu compte, surtout quand on fait les visites à pied, que la personne qui est devant nous va toujours nous entendre, tandis que la personne qui est au fond, elle va avoir plus de misère. Donc, il faut s'assurer de parler fort. Et c'est une chose que moi, j'ai mis en pratique aussi avec ma fille et qu'on peut pratiquer nous-mêmes. Quand ma fille avait des présentations orales à préparer pour l'école, je lui disais, tu te tiens à un bout du salon, moi, je m'assoyais à l'autre bout et je lui disais, il faut que tu parles assez fort pour que moi, je te comprenne. Et dans la classe, l'élève qui est au pupitre devant toi va toujours t'entendre. Assure-toi de parler à l'élève qui est assis dans le fond de la classe, afin que cette personne-là puisse t'entendre, parce qu'elle est aussi importante que celle qui est assise devant toi. Comme je disais aussi, il faut parler fort, donc il faut se pratiquer. Le contact visuel avec les passagers, ça c'est une autre chose qui est très importante. On a tous été dans la situation où un guide ou un présentateur avait le fixe sur nous. Alors, ça nous met dans une situation gênante. Des fois, ça peut être embarrassant aussi, puis on se sent comme le centre d'attention, puis on aimerait ça on sent comme s'il y avait un spotlight en bon français sur nous. Donc, on aimerait ça que le spotlight se tasse un peu puis qu'il aille vers quelqu'un d'autre. Donc, ça nous met dans une situation gênante. On se sent comme obligé de hocher la tête pour acquiescer avec ce que le présentateur va dire. Alors, imaginez-vous, mettez-vous à la place des clients. Si vous avez le fixe sur quelqu'un, c'est gênant pour cette personne-là. Et aussi, ça met toute l'attention sur cette personne-là. Moi, ce que j'essaie de faire beaucoup, c'est de balayer du regard tous les clients, tous les passagers. Donc, de cette façon-là, ça ne met pas l'attention sur une personne, mais tout le monde se sent inclus dans la discussion, puis les gens ne se sentent pas non plus exclus de la visite. Comment parler aux clients? C'est surtout pas comment parler, mais comment... Mon Dieu, c'est difficile à dire comment l'expliquer, mais en tout cas, quand on fait les visites guidées, souvent les visites sont dans une langue étrangère. On va faire des visites surtout en anglais et on a tous un accent. Ce n'est pas notre langue maternelle. Il faut faire attention. On essaie d'utiliser des beaux mots, d'être littéraire, de montrer nos connaissances, ce qui peut être très difficile dans une langue étrangère. Une chose qu'on doit faire, c'est d'utiliser un vocabulaire plus simple. La meilleure façon de pratiquer ça, c'est de prononcer les mots vous-même. Et vous allez voir que si vous avez de la misère à le prononcer, vous pouvez imaginer comment ça va être reçu par les gens. Surtout si on est en autobus et qu'on a un micro, bien déjà, là, le son va être un petit peu changé et les gens vont avoir plus de misère à comprendre. Comme moi, par exemple, j'ai toutes les misères du monde à dire en anglais un anémomètre. Et en anglais, c'est anemometer. Comme vous voyez, c'est pas facile. Donc, quand on est devant la fontaine de Tournier, devant le Parlement, quand je parle de l'anémomètre, justement, plutôt que de dire ça en anglais, je vais dire weather vane. Donc, c'est pas tout à fait la même chose, mais les gens vont comprendre de quoi je parle, vont savoir de quoi je parle. Il y a d'autres choses aussi, des fois, comme un vétérinaire, qui est facile à dire en français. En anglais, c'est pas tout à fait facile pour nous. Par exemple, vous voyez, je ne suis même pas capable de le dire. Donc, moi, je vais dire de vet ou, par exemple, la mer Méditerranée. Plutôt que de dire le mot en anglais, je vais dire the med. Donc, les gens vont savoir de quoi je parle. Alors, il faut s'assurer
que les gens vont bien nous comprendre. Une chose aussi qu'il faut faire, surtout quand on parle dans une langue étrangère, parler plus lentement. Il faut parler plus lentement pour être sûr que les gens vont comprendre et vont être capables de s'habituer à notre accent, à notre prononciation. Même chose avec la prononciation. Il faut parler lentement, il faut bien articuler, encore une fois, pour s'assurer que les gens vont comprendre notre accent, vont comprendre notre prononciation. Et ça, c'était quelque chose, moi, je fais très attention. Par exemple, nous, ici à la maison, on parle anglais et quand je parle avec mon conjoint, avec ma fille, je ne parle pas du tout de la même façon que je parle quand je fais une visite guidée en anglais. Lorsque je fais la visite guidée, je vais parler beaucoup plus lentement, je vais articuler beaucoup plus, faire des mouvements de bouche beaucoup plus grands afin que les gens puissent me comprendre. Et c'est un compliment que je reçois souvent, que les gens vont me dire, tu parles clairement, on peut bien t'entendre, on peut bien te comprendre et on peut suivre la conversation, ben, on peut suivre justement les informations que tu nous donnes. Alors, c'est un compliment que j'apprécie énormément, surtout à la fin d'une longue journée que je me sens plus la mâchoire, parce que c'est ça, notre mâchoire n'est pas faite pour parler, pour la prononciation anglophone ou dans une autre langue. Alors, c'est pour ça que c'est important là, d'y faire attention. Lorsqu'on marche avec un groupe, il faut s'assurer aussi de ne pas trop devancer le groupe, de rester proche. Et il faut s'assurer qu'on faut se rappeler que les gens ne marchent pas tous à la même vitesse. Donc, il faut ralentir notre pas, de ralentir notre rythme. Ça ici, cette phrase-là, c'est une phrase que l'entraîneur de patinage synchronisé de ma fille répétait souvent lors des compétitions ou lors des pratiques. We are as strong as our weakest link. Donc, on est aussi fort que notre lien le plus faible. Et ça, moi, j'ai trouvé que c'était un conseil extraordinaire. Et c'est une façon de montrer que, justement, il faut ralentir notre rythme, il faut attendre les gens qui sont plus lents. Pourquoi qu'ils se sentent oubliés, qu'ils se sentent rejetés encore une fois. Et il ne faut pas qu'ils sentent non plus que c'est leur faute s'il manque de l'information. Donc, quand vous marchez avec un groupe, assurez-vous de marcher plus lentement. Lorsque vous allez arrêter pour donner de l'information, assurez-vous que tout le groupe est arrivé avant de commencer de parler, justement pour que ces gens-là ne se sentent pas à l'extérieur ou oubliés. Et pour pas aussi que leur souvenir de leur visite, ce soit, ben là, le guide marchait trop vite, commençait à parler avant qu'on arrive, on a manqué beaucoup d'informations et on s'est senti comme le guide s'occupait pas de nous puis qu'on n'avait pas d'importance. Par exemple, je me souviens une fois, j'étais au café chez Moisan, j'ai vu un guide qui remontait la rue Saint-Jean d'un pas très rapide. Alors, je me suis dit, ah, il a fini sa journée de travail et puis on va prendre l'autobus, il retourne à la maison. Pour voir quelques secondes plus tard, plusieurs personnes ensemble qui marchaient très rapidement, la langue à terre, la broue dans le toupette, et que je me suis aperçue que ces gens-là essayaient de rattraper le guide qui était peut-être 100 mètres devant eux. Alors, c'est probablement l'expérience qu'ils ont eue ou ce qu'ils retiennent de ce tour-là, de cette visite-là, c'est probablement que tout ce qu'on a fait, c'est essayer de rattraper notre guide. Éviter les fils qui s'allongent, qui prennent 2 km, qui s'allongent sur 2 km. Ça aussi, j'ai vu souvent des groupes, que ce soit des groupes étudiants ou des groupes d'une vingtaine de personnes qui pouvaient s'étaler de la rue d'Auteuil jusqu'au boulet de canon sur la rue Saint-Louis. Dans ce temps-là, encore une fois, les gens vont essayer de se dépêcher pour rattraper le guide. Aussi, on monopolise pas mal la totalité du trottoir
et les gens vont traverser la rue Sainte-Ursule pas mal tout croche. Et encore une fois, la meilleure chose à faire, c'est de ralentir notre rythme, attendre que, surtout quand on a traversé la rue, attendre que le groupe arrive au coin et à ce moment-là, traverser tout le monde ensemble et aussi s'assurer que le groupe va être un petit peu, que la file va être beaucoup plus compacte. Traverser la rue avec un groupe, c'est pas toujours évident et aussi, ça peut être assez dangereux. Les gens sont en vacances, comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis je vais peut-être le répéter plus tard. Ils s'en remettent à vous. Vous êtes de la ville de Québec. Ils se disent, notre guide connaît les règles, connaît comment ça se passe à Québec, si c'est dangereux ou non, si c'est sécuritaire ou non. Alors, ils s'en remettent à vous et vous font entièrement confiance. Il y en a même qui vous suivraient jusqu'en enfer. Alors, si vous traversez la rue, ils vont prendre pour acquis que c'est sécuritaire pour eux. Quand on sait très bien qu'à Québec, traverser la rue au mauvais endroit, ben là, on peut mettre notre vie en péril et puis on va leur donner une peur bleue. Alors, moi, c'est ça. C'est sûr que ça prend plus de temps. Traverser, assurez-vous de traverser à la lumière de piéton. Attendez la lumière de piéton. Attendez que tout votre groupe est là. Par exemple, si vous traversez un passage de piéton, une fois rendu de l'autre côté, continuez pas à marcher. Attendez que tous les gens aient traversé parce que parfois, vous en avez peut-être la moitié qui va avoir traversé, l'autre moitié de l'autre côté. Si vous continuez à marcher, ben là, eux vont vouloir vous rattraper. Ils vont traverser sur la lumière rouge et là, ça peut être très dangereux. Si vous traversez un endroit où il n'y a pas de feu de signalisation, qu'il n'y a pas de feu de piéton, ben là, il faut s'assurer encore une fois de traverser tout le groupe ensemble, de ne pas commencer à traverser quand vous arrivez au coin de la rue pour éviter justement là, que vous ayez une longue file de monde qui traverse et que certains d'entre eux puissent se faire klaxonner après et encore une fois qu'on leur donne une peur bleue. Le dernier point, et non le moindre, comment se comporter avec nos collègues. Encore une fois, mon but ici, ce n'est pas de faire la morale aux autres guides, loin de moi, mais juste de faire un rappel sur certaines choses qui sont arrivées, qui nous sont arrivées, certaines erreurs qu'on a fait nous-mêmes. Et je prends le blâme, moi aussi, j'en suis coupable. L'été dernier, malheureusement, je ne me souviens pas c'était quel guide j'ai passé. Je faisais une visite virtuelle et je suis arrivée devant l'école des Ursulines et puis une guide était là avec un groupe et je voulais montrer la photo du monastère pour que les gens aient une vue d'ensemble. Et puis, sans y penser, j'étais vraiment comme dans ma bulle, j'ai comme pris la place et j'ai montré tout de suite la photo du monastère en prenant pas en considération le fait qu'elle était déjà là avec des gens et elle était peut-être sur le point, elle aussi, de leur montrer la photo. Alors, qui que ce soit, comme je disais, je ne me souviens pas qui c'était exactement, je m'en excuse. Et j'y ai pensé après, tout de suite après, je me suis rendu compte de l'erreur que j'avais faite. Alors, c'est ça, on est dans notre bulle, nos clients sont importants, on veut leur donner la meilleure expérience, mais il faut toujours garder en tête qu'on n'est pas seul dans la ville de Québec, on n'est pas tout seul au monde, il y a d'autres gens autour de nous. Aussi, on n'est pas en compétition l'un contre l'autre, on travaille tous dans le même but, s'assurer que les gens vont avoir la meilleure expérience lors de leur séjour à Québec. Il ne faut aussi pas s'impatienter et entrer dans la bulle d'un autre guide comme j'ai fait. On peut attendre et donner d'autres informations en attendant. D'un autre côté aussi, ceux qui arrivent à un endroit avant les autres, il faut surtout aussi penser à ceux qui viennent derrière nous et qui attendent patiemment. Il faut éviter de s'éterniser aux endroits chauds.
des fois les endroits importants ou les endroits qui sont exigus, qui sont à l'étroit et où on ne peut pas se permettre d'être plus qu'un groupe à la fois. Ça m'amène justement à parler de ces chers endroits chauds. Il y en a énormément dans le Vieux-Québec, dans le Petit-Champlain, ailleurs, et qui sont importants à montrer, qu'on veut montrer aux gens. Et ce sont des endroits où on est tous à l'étroit. Comme les rues de la ville n'ont pas été créées en fonction des autobus, elles n'ont pas été créées non plus pour la multitude de piétons qui se promènent aujourd'hui. Alors, je vais vous donner quelques exemples d'endroits exigus, d'endroits importants. Je ne les énumérerai pas tous, vous les connaissez, vous en connaissez la plupart. La chose la plus importante, c'est que le but, c'était que vous gardiez en tête la façon d'agir lorsqu'on se retrouve dans ces situations-là. D'abord, à Place Royale. C'est sûr que devant l'église Notre-Dame-des-Victoires, c'est le meilleur endroit pour parler de la Place Royale. Les gens ont une bonne vue d'ensemble. Et moi, ce que je fais souvent, ce que je suggère, c'est que si vous êtes le premier ou la première arrivée à cet endroit-là, plutôt que de se placer devant l'entrée principale, moi, ce que je fais souvent, je vais aller d'un côté ou de l'autre de l'entrée principale. C'est quelque chose que j'ai vu, que j'ai appris avec l'expérience et c'est quelque chose de psychologique aussi. Parce qu'au début, quand je me mettais devant l'entrée, ce qui est le fun, c'est qu'on se place, les gens sont souvent placés à l'intérieur des fondations de l'habitation de Champlain. Alors, c'est un endroit qui est le fun à montrer. Par contre, ce que j'ai remarqué avec les années, c'est que quand je me plaçais ici en premier, les gens, les clients avaient l'impression qu'il y avait toute la place. Donc, ils s'étalaient très loin et quand d'autres guides arrivaient, je me percevais que je monopolisais le perron presque au complet. Alors, je me suis aperçue que j'ai donc décidé après ça, OK, je vais m'installer à un endroit qui est plus petit, qui est plus étroit. Les gens n'auront pas le choix de se coller plus et ça va permettre à 2 autres groupes de pouvoir s'installer devant l'église. Puis j'ai vu aussi que quand j'arrivais la 3e et qu'il restait juste l'emplacement devant l'entrée principale, vu que les gens voyaient qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace, automatiquement, les gens se rapprochaient de moi. Alors, plutôt que de s'étaler sur la place, bien, on se tassait, puis les gens venaient me coller automatiquement. Donc, je n'avais même pas besoin de leur dire et ça se faisait tout de suite. Donc là, c'est ça, c'est qu'en y pensant, bien, choisir l'endroit où on va se placer, ça va influencer notre visite à nous et ça va influencer aussi la visite des autres groupes qui vont venir au même endroit. Si le perron ou le parvis de l'église est complet, bien, on a le buste de Louis XIV et c'est facile d'avoir un groupe d'un côté et un groupe de l'autre côté du buste. On peut se placer aussi devant la galerie ici. Et encore une fois, les gens ont quand même une très bonne vue d'ensemble de Place Royale. Un autre endroit qui peut nous aider, le fait que le musée de la Place Royale est fermé, on peut se placer devant et encore une fois, bien, ça permet aux gens d'avoir une bonne vue d'ensemble. Alors, vous voyez, on peut avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 groupes facilement à ces endroits-là à la Place Royale. Un autre endroit étroit, c'est le Petit Champlain. Alors, le Petit Champlain, naturellement, l'endroit par excellence pour parler du funiculaire de la rue du Petit Champlain, c'est devant la pierre tombale de Louis Joliette. Et encore là, c'est un endroit qui est très étroit. Il faut toujours s'assurer que notre groupe, justement, ne prend pas la largeur de la rue. Il faut s'assurer de laisser un espace pour que les gens puissent passer derrière. Devant la pierre tombale, on peut peut-être avoir 1 ou 2 groupes facilement. Encore là, il faut s'assurer que notre groupe se colle le plus possible. C'est peut-être quelque chose qu'on n'aura pas à faire les prochaines années, puisqu'avec la distanciation sociale et aussi le nombre
le nombre maximum de personnes pour les rassemblements. On aura peut-être 4 ou 5 personnes avec nous plutôt que d'en avoir 40 ou 50. Donc, notre vie va être un petit peu plus facile. Dans le petit Champlain, à côté du funiculaire, on a aussi l'escalier en bas, les quelques marches en bas de l'escalier casse-cou. Alors, c'est une belle place pour parler du petit Champlain, parler de l'escalier casse-cou. Et encore une fois, on n'est pas dans les jambes de ceux qui veulent passer. Un autre endroit, si on a le temps de marcher sur la rue du Petit Champlain, devant l'espace ou le parc Félix Leclerc, c'est un endroit facile aussi où on peut discuter avec les gens. La Côte de la Montagne, s'il vous plaît, ne pas s'arrêter dans la Côte de la Montagne ou au sommet de l'escalier Casse-Cou. Vous avez tous été témoins des embouteillages en haut. Au sommet de l'escalier. On peut prendre quelques secondes si les gens veulent prendre des photos. Sinon, juste en bas de l'escalier, vous avez le buste de Jean-Paul Lemieux et vous avez quand même un espace assez grand pour expliquer la porte Prescott, le cimetière. Vous avez aussi l'espace pour parler de la Côte de la Montagne, donner plus d'informations sur l'escalier Casse-Cou. Aussi, au sommet de la côte de la Montagne, ici devant la statue de Monseigneur de Laval, il faut juste s'assurer qu'il n'y aura pas de petite clôture. Je sais qu'il y en avait la semaine dernière. L'été prochain, est-ce qu'ils vont les enlever? Je ne sais pas, mais vous avez quand même suffisamment d'espace ici pour parler aux gens dans les marches et non pas sur le trottoir. Parce que vous savez que le trottoir est quand même assez étroit. Alors, puis souvent, les gens vont passer avec les poussettes ou des fois, les gens vont avoir une marchette ou une chaise roulante. Alors, on ne veut pas être dans les jambes. Un autre endroit aussi, derrière, un endroit où on ne va pas vraiment souvent, derrière la statue de Monseigneur de Laval, l'espace est quand même assez grand et vous avez quand même une bonne vision si vous voulez expliquer la statue de Monseigneur de Laval, parler de la côte, parler du parc Montmorency, de l'Université Laval aussi, qui est juste de l'autre côté de la rue. Notre cher boulet de canon. Alors, vous savez que tout le monde veut voir le boulet de canon, ce que je devrais appeler la bombe, parce que ce n'est pas vraiment un boulet de canon. Tout le monde veut le voir. Tout le monde veut connaître l'histoire, d'où ça vient, cette affaire-là. Vous savez que même si vous avez un petit groupe, ce n'est pas tout le monde qui est capable de le voir. Alors, j'aimerais, c'est ça, qu'on passe le moins de temps possible devant. Les gens peuvent arrêter, jeter un coup d'œil au boulet de canon. Si vous voyez qu'il y a un guide qui s'en vient derrière vous, dites aux gens, OK, je vais vous laisser quelques secondes si vous voulez jeter un coup d'œil au boulet de canon. Ensuite de ça, on va se déplacer dans la ruelle derrière le boulet de canon, puis on aura plus d'espace pour en parler. Puis je vais pouvoir mieux vous expliquer l'histoire derrière ce boulet de canon. Alors là, ce que ça dit, c'est que les passagers, les clients dans votre groupe vont s'apercevoir que vous êtes courtois, que vous gardez en tête que vous n'êtes pas seul et le respect que vous avez envers vos collègues. Et ça va vous donner le temps, puis même, vous voyez que la ruelle est quand même assez longue et assez large. Donc, ça peut même permettre à 2 ou 3 autres groupes de parler du boulet de canon, puis de se placer dans la ruelle pour en parler. Donc, encore une fois, comme je disais, il y a encore énormément d'endroits chauds dans le Vieux-Québec que je n'ai pas le temps d'énumérer, mais la chose la plus importante, c'est à retenir, c'est qu'on n'est pas seul au monde. Il faut toujours garder en tête qu'il y a d'autres groupes qui veulent profiter de la ville, qu'il y a d'autres gens qui veulent profiter de la ville, des endroits importants dans le Vieux-Québec, à l'extérieur du Vieux-Québec. Alors, sur ce, c'est ce qui met fin à la conférence. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous en avez appris un petit peu sur le travail de guide, le côté technique, et que ça l'a aidé à vous rafraîchir la mémoire.
Puis maintenant que les musées, les restaurants, les théâtres sont réouverts, c'est le temps pour tout le monde d'aller se promener, puis d'aller se refamiliariser avec le Vieux-Québec et les environs. Alors, j'attends vos questions avec impatience. Merci beaucoup tout le monde. Marie. Merci. Je ne sais pas trop pourquoi ma caméra ne veut pas ouvrir. Peut-être que si tu fermes ton partage d'écran, ça va peut-être aider. Ah, OK. Je ne sais pas. Ah, ben oui, je suis là. OK, c'est bon. Ça fonctionne. Génial. Super belle conférence, Marie. Je sais que tu étais nerveuse pour la préparer et tout, là, mais wow! Pour vrai, tu es très, très hot. Vraiment, là, c'est le genre de conférence, de formation que je veux au bout. Mais ce qui me faisait le plus peur, c'était de me parler à moi toute seule. J'étais là, je t'ai écouté tout le long, De ne pas avoir le visuel, parce que quand je fais les formations Zoom, ben là, tout le monde est là. Fait au moins, je sais que je parle à quelqu'un, et c'est ça que j'avais peur. Là. Mais finalement, je trouve que ça a bien été. Ah non, t'es super, c'est vraiment super bonne. On va rappeler à nos membres aussi que la période de questions avec toi, c'est le 17 mars à 19h. Donc, les questions, gardez-les jusqu'à temps qu'on arrive le 17, qu'on puisse les poser à Marie. Ça va être ça le plus simple. Donc, on se revoit à la période de questions, tout le monde. Ben oui. Au revoir. Merci.